On connaît tous les Galaxy Z Flip de Samsung, mais il faut savoir que chaque année, il y a un autre acteur qui agit dans l'ombre. Enfin, dans l'ombre de Samsung. Je veux bien entendu parler de Motorola. Motorola qui nous propose d'année en année un nouveau Razr, sa version pliable, qui se confronte au Galaxy Z Flip de Samsung. Et il faut dire que malgré des ventes bien en deçà de celles de Samsung, chez Frandroid, nous apprécions particulièrement les propositions de Motorola. Cette année, on a le plaisir de découvrir le Razr 60 Ultra. Alors c'est une version vraiment surboostée des Razr Ultra que l'on a habituellement, puisque celle-ci est facturée 1300 €. Donc on prend 100 € sur la facture par rapport à l'an dernier. Néanmoins, cette année, Motorola a bien chargé sa fiche technique en ajoutant notamment un Snapdragon 8 Elite, rien de moins que la meilleure puce du marché. Alors faut-il se jeter à corps perdu sur cette proposition ou plutôt attendre quelques mois pour découvrir le Galaxy Z Flip 7 de Samsung? On voit ça tout de suite. Commençons par le design de ce Razr 60 Ultra, ça saute aux yeux, il n'y a rien que ça devant nous, c'est son magnifique écran externe de 4 pouces. C'est aujourd'hui le plus grand écran externe que l'on peut avoir sur ce format. Et à quoi sert-il ces écrans? Eh bien à beaucoup plus de choses que chez Samsung, tout du moins par défaut, puisque ici on peut lancer n'importe quelle application. Il suffit d'aller éditer son affichage pour ensuite ajouter dessus telle ou telle application. Par exemple, moi j'ai ajouté Into the Breeze, un petit jeu qui s'exécute parfaitement sur cette petite diagonale. On peut noter bien évidemment, et ça c'est un classique chez Motorola, que l'écran contourne les deux objectifs photo avant, et donc ça c'est quand même un bel intérêt pour avoir une plus grande surface d'affichage. À noter que lorsque l'on exécute une application sur cet écran externe, eh bien l'application n'est pas détourée par les objectifs, non, elle se situe juste au-dessus pour un affichage confortable. Bon, c'est un classique aussi, mais comme sur tous les téléphones pliants, on peut lancer l'appareil photo depuis l'écran externe et ainsi avoir un retour avec une meilleure qualité, puisqu'on prendra ces photos avec les capteurs externes de l'appareil et non l'interne dédié au selfie qui est de moindre qualité. Pour rentrer un peu plus dans les points techniques, cet écran externe, il a tout d'un grand, c'est un écran OLED, il est 165 Hz, en LTPO, ouais, quand même, avec du HDR10+, du Dolby Vision, etc. Bref, c'est comme si on avait l'écran interne du téléphone, mais à l'extérieur, et ça c'est plutôt pas mal. Surtout, la calibration, elle est de qualité. En revanche, on émettra un petit bémol sur la luminosité maximale, qui ne monte pas autant que sur l'écran interne. Et c'est assez dommage, puisqu'en définitive, ce téléphone, avec ce format-là, eh bien en fait, il est fait pour être utilisé écran fermé. Et voilà, juste en utilisant ce petit écran qui permet de tout lancer, absolument tout. Bon, ensuite, on peut quand même pondérer un petit peu ce point en disant que si on a une notif qui apparaît, on va être en SDR, ça va être tranquille, ça va passer largement. En revanche, si c'est pour regarder une série Netflix, là on va être un petit peu plus limité puisque la luminosité ne montera pas suffisamment, mais qui fait ça sur un écran externe de téléphone portable. Mais pour améliorer le tableau, quoi de mieux que de vous ouvrir ce Razr 60 Ultra pour vous présenter son grand écran de 7 pouces. Oui, il a été un petit peu agrandi par rapport à l'année dernière, 0,1 pouce, c'est pas la mort du petit cheval, mais c'est toujours bien de le prendre. Surtout, on a un écran qui est magnifiquement calibré. Je vais juste citer une marque Pantone qui est spécialisée dans la colorimétrie et qui ici a travaillé avec Motorola pour donner un écran avec des couleurs justes, une colorimétrie riche et un blanc parfaitement blanc. Surtout, la luminosité de cet écran, elle, en revanche, est parfaite. C'est-à-dire que, oui, là-dessus, on pourra regarder des séries Netflix, tranquillement posé à une terrasse de café en plein soleil sans aucun souci. Et qui dit écran pliable dit bien évidemment pliure. On en parle depuis des années. Coup de chance, cette année, on sent qu'on va bientôt pouvoir arrêter de citer ce petit défaut, puisque sur le Razr 60 Ultra, eh bien, elle est quasiment invisible, vraiment imperceptible. Même à l'usage, elle s'oublie complètement. Et visuellement, même lorsque le soleil est derrière nous, réellement, elle ne se voit quasiment pas. Revenons au design, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Une fois qu'il est ouvert, on peut apprécier sa finesse, 7,2 mm. Au niveau du poids, on est en dessous des 200 grammes, ce qui reste tout à fait confortable, surtout avec une grande diagonale. Perceptuellement, on imagine toujours que le téléphone sera plus lourd qu'il ne l'est. En définitive, c'est très agréable en main et pas du tout gênant. On tourne autour depuis tout à l'heure, mais il y a quand même un truc qui saute aux yeux, c'est la finition de ce téléphone. Ouais, elle est vraiment pas commune. Motorola, c'est une marque qui est connue et que je connais pour avoir un design différenciant, et il nous le montre encore avec cette série Razr 60 Ultra. Ici, on a 3 finitions disponibles. On a de l'Alcantara vert, un vert foncé, vert soutenu, très joli. On a également un simili-cuir en rose fuchsia, très pimpant. Et on a cette finition bois en véritable vrai bois d'arbre. Par souci d'harmonie, pas question d'utiliser de l'aluminium grisâtre ou noir. Non, ici, Motorola a associé le bois avec une teinte cuivrée, donc on reste quand même sur de l'aluminium, mais avec cette couleur qui se marie parfaitement avec le dos en bois. Je vous parlais d'aluminium, mais attention!
Motorola n'en a pas mis partout. La charnière, elle, est en titane. Oui, exit l'acier inoxydable. Désormais, on passe sur un matériau beaucoup plus dur, beaucoup plus résistant, 4 fois plus résistant que l'année précédente, et surtout qui va permettre au téléphone de s'ouvrir et se fermer un plus grand nombre de fois. On parle de 800 000 fois, dixit Motorola. Permettez-moi, je n'ai pas pris le temps de vérifier moi-même cette caractéristique. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'ouverture, on va avoir un système différent de Samsung sur son Galaxy Z Flip. Celui-ci a un système freiné qui va ouvrir progressivement le téléphone, alors que chez Motorola, ça va être une autre philosophie. On va avoir une position intermédiaire lorsqu'il est ouvert à moitié, et ensuite une position complètement ouverte. Bref, vous l'aurez compris, c'est difficile de le faire tenir entre ces deux positions. Et alors, est-ce qu'il est durable ce téléphone? Bon, côté charnière, je vous l'ai dit, c'est du titane, normalement ça doit tenir. Ensuite, l'écran intérieur, ne cherchez pas, il n'y a pas de Gorilla Glass dessus, on est sur un écran pliable, c'est fragile, attention, pas de touche. Cependant, sur l'écran externe, on a le plaisir de découvrir le premier smartphone pliable avec un écran en Gorilla Glass céramique. Oui, c'est la dernière version de la protection de Corning qui est censée être encore plus résistante que les précédentes, notamment les Gorilla Victus 2, etc. On a également cette année une amélioration de la certification IP. Auparavant, nous étions en IPX8, à savoir qu'il était résistant à l'immersion dans l'eau, mais absolument pas à la poussière. Désormais, on passe à de l'IP48. Donc 4, c'est pas très fort, c'est pas encore pour toutes les poussières, puisqu'on reste sur un format pliable, bien évidemment. La charnière joue beaucoup là-dessus, mais il pourra se confronter à de grosses poussières, dirons-nous. Continuons un petit peu notre tour du téléphone. Si d'un côté nous avons les traditionnels boutons d'alimentation et de volume plus et moins, de l'autre côté nous découvrons un nouveau bouton qui vient de faire son apparition sur cette génération et qui lui permet d'activer Moto AI. Un nouveau bouton sur un téléphone en 2025. Mais à quoi peut-il donc servir? Eh bien oui, comme toujours, à de l'intelligence artificielle. Alors, chez Motorola, quelle est la formule? Eh bien, un petit peu comme chez tous les autres, sauf que ça va être beaucoup moins abouti que du Samsung, par exemple. Pas de véritable corrélation entre toutes les fonctions, non, plutôt juste un accès direct à plusieurs fonctions d'intelligence artificielle qui ont au moins le mérite d'être regroupées un petit peu à un même endroit lorsque l'on appuie sur ce bouton, qui va nous permettre d'accéder notamment à Débrief-moi, qui va résumer les notifications que l'on a sur le téléphone. On a également Image Studio qui va permettre de réaliser des images avec différents profils à partir d'un prompt. Playlist Studio qui est relié à Amazon Music uniquement, ça c'est un petit peu dommage, pour créer des playlists en fonction de son envie du moment via un prompt. Encore une fois, tout est prompt. Hein. On a aussi Prends des notes pour enregistrer, transcrire et résumer tout plein de notes en définitive. Et Memorize qui lui va venir mémoriser une photo que l'on prend ou sinon tiens un petit message que l'on a envie de mettre dans ses notes, etc. Là-dessus on va se rapprocher un petit peu de ce que propose Nothing sur ses téléphones. Voilà, alors là, tout ça c'est bien, mais comme vous le voyez là sur les images, on a quand même beaucoup de mots en anglais. Ouais, parce que c'est un petit peu le biais de ce téléphone, comme on a pu l'avoir aussi chez Oppo l'année dernière ou chez d'autres constructeurs, à savoir que les fonctions IA de Motorola ne sont pas encore disponibles en français. Alors pour ce qui est de la génération d'images ou pour la musique par exemple, on s'en fiche parce qu'il comprend les prompts en français. En revanche, les réponses seront toujours données en anglais. Ça, c'est un petit peu dommage. Enfin, en anglais. Espagnol ou portugais, les 3 langues disponibles pour l'IA de Moto pour l'instant. Heureusement, il n'y a pas que l'IA dans la vie, il y a aussi Android, et Android ici c'est Android 15, qui est adossé à une interface propre à Moto, on parle de Moto UI. Maintenant, rassurez-vous, on reste sur une expérience très simple, très sobre, très proche d'Android stock. Personnellement, c'est une expérience que j'aime beaucoup, parce qu'elle est simple, fluide, et ne s'encombre pas de 10 milliards de fonctionnalités ou applications diverses. Non, ici on a juste un petit dossier avec quelques applications Moto. Sinon, tout le reste est vraiment épuré. Néanmoins, si vous êtes plutôt aficionados de couleurs et d'options en tout genre, allez plutôt sur du Samsung parce que vous serez un peu plus à l'aise qu'ici. Là, typiquement, même ne serait-ce que le menu des réglages, c'est du noir et blanc et c'est tout. Donc là, si je vous rappelle qu'à l'intérieur, il y a un Snapdragon 8 Elite, qu'on a aujourd'hui Android 15, on peut se dire que ce téléphone va être durable, puisqu'en plus, il est résistant et donc on devrait avoir
plein d'années de mise à jour pour pouvoir l'utiliser vachement longtemps. Eh ben non, malheureusement, on est limité à 3 ans de mise à jour en mise à jour majeure et 4 ans en mise à jour de sécurité. Et ça, c'est quand même un fichu désavantage par rapport à Samsung, qui pour rappel propose 7 ans de mise à jour. Surtout, pour rester dans le giron de Motorola, on peut parler du Edge 60 Fusion, qui est beaucoup moins cher que celui-ci, puisqu'il est vendu 400 €, mais lui bénéficie de 6 ans de mise à jour de sécurité. Ouais, c'est quand même voir un petit peu plus loin. On espère qu'en juin prochain, lorsque l'Europe obligera les constructeurs à proposer 5 ans de mise à jour sur leur téléphone, eh bien Motorola puisse revoir sa copie et éventuellement nous allonger cette période de mise à jour. Du coup, sur l'aspect mise à jour, carton rouge pour Motorola, et c'est bien dommage parce que là, on a vraiment un smartphone qui est sur le papier pleinement puissant. Hein. On a une interface qui est complètement fluide. On peut également scinder l'écran en deux pour afficher une application en haut, une application en bas. Bon, certes, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, mais là, ça se fait sans aucun ralentissement. Passons au SoC qui équipe ce Razer 60 Ultra. On parle bien évidemment du Snapdragon 8 Elite. Ici, il est adossé à 16 Go de RAM, 16 Go de RAM que l'on peut étendre grâce au stockage du téléphone à 16 Go de RAM supplémentaires virtualisés pour obtenir 32 Go au total. Autant dire que normalement, ça devrait tout faire tourner. Bon alors, est-ce que cette configuration est aussi à l'aise dans un téléphone pliable que dans un téléphone non pliable? Eh bien non. Non, malheureusement, malgré des benches qui sont à peu près approchants, on va avoir une expérience utilisateur qui va être un petit peu différente. J'entends à ce niveau-là que lorsque le processeur est stressé, qu'il est mis en pleine charge, eh bien, il va rapidement dégrader ses performances afin de favoriser la température. Une température qui, elle, a tendance à monter un petit peu rapidement, et donc pour limiter la chauffe, le téléphone va de lui-même couper la puissance du processeur. On va perdre à peu près 50% des performances globales. Ça, on l'a observé sur 1 heure de test, et ça se dégrade très rapidement au bout de quelques minutes. Alors, est-ce à dire que le téléphone se retrouve à être une petite 2 chevaux? Non, pas pour autant. Même à 50%, un Snapdragon 8 Elite, ça reste un Snapdragon 8 Elite, et donc ce restant de performance sera largement suffisant pour adresser tous les usages. Tous les usages, j'entends même les jeux vidéo, et notamment du Genshin Impact. Ici, on tient largement le 60 FPS avec tous les détails au maximum, et ça durant 1 heure de jeu. Je pense qu'au bout d'1 heure, on peut dire que c'est validé. Donc que penser de cette configuration? Est-elle à l'aise ou pas? Sur le papier, ça a l'air bien, mais dans les faits, on n'est pas trop sûr. En définitive, si je vous dirais que ce Razer 60 Ultra, pour l'instant, il est parfaitement valable. Néanmoins, dans quelques années, lorsqu'on le mettra face à d'autres téléphones dotés du même processeur, mais qui gèrent beaucoup mieux sa chauffe, on aura sans doute une expérience utilisateur différente, et c'est lui qui sera le moins bien placé. Bon, coup de chance, le Snapdragon 8 Elite, c'est pas juste de la puissance brute, c'est aussi de la puissance intelligente, et avec notamment une meilleure gestion de l'énergie comparée aux générations précédentes. De fait, côté autonomie, ici, on a 4700 mAh de capacité, c'est 700 mAh de plus que sur le Razer 50 Ultra de l'année dernière, de quoi avoir une meilleure autonomie sur le papier. Et en pratique, ça s'avère juste, puisque on parvient à tenir largement plus d'une journée avec le téléphone. Lorsqu'on l'utilise en position ouverte, ce sera sans nul doute beaucoup mieux si on l'utilise aussi majoritairement en position fermée, puisque l'écran externe consommera moins d'énergie que l'écran interne. Normal, il est 2 fois plus petit, ou presque. Surtout, cet écran externe, comme je le disais tout à l'heure, il a la bonne idée d'être LTPO, donc il varie sa fréquence de rafraîchissement de 1 à 165 Hz, comme l'écran interne, bien évidemment. Encore un bel outil pour pouvoir sauver un petit peu d'autonomie. Alors certes, on n'a pas encore vu les nouvelles propositions de Samsung ou de Xiaomi pour 2025, mais si on doit le comparer par rapport au Z Flip 6 et au Mix Flip de l'an dernier, on peut dire que ce Razer 60 Ultra est actuellement le téléphone pliable à clapet le plus autonome du moment. Et on s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'on peut désormais parler de la recharge de ce téléphone. Cette recharge, elle est triple, puisqu'on a une recharge filaire qui est en 68 watts. C'est largement suffisant pour recharger la batterie très rapidement. On parle de 60% regagné en 30 minutes, notamment. Et puis il y a également de la recharge sans fil à 30 watts. Alors ici, petit bémol tout de même, on n'a pas de Qi 2, donc c'est-à-dire que nous n'avons pas de surface aimantée à l'arrière. Il faudra soit utiliser une coque adaptée, soit sinon eh bien centrer le chargeur avec le téléphone. Dernier petit point, c'est un peu plus anecdotique, mais nous avons aussi une recharge inversée à 5 watts, donc ce qui permet de charger des écouteurs par exemple. Et je ne serais pas complet si je ne vous parlais pas du volet photo de ce téléphone. Alors certes, un pliable n'est pas acheté en priorité pour sa qualité photo, et pour autant, Motorola met un point d'honneur à avoir une proposition polyvalente et qui se veut solide. Je vous fais la petite histoire rapide. Il y a 1 an, Motorola nous disait « Ouais, on met un zoom optique d'un téléphone parce que c'est ce que veulent les consommateurs. » Bon, 1 an plus tard, « Ouais, on met d'un ultra grand angle parce que c'est ce que veulent nos consommateurs. » Ok.
Donc en un an, on a tout changé. On se retrouve cette année avec un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels également, et un capteur selfie à l'avant de 50 mégapixels. Oui, donc plus de zoom optique cette année, il faut faire avec le capteur principal dans lequel on va venir cropper jusqu'en x30 en numérique. La qualité est-elle au rendez-vous sur ce zoom? Non, pas vraiment. On va se limiter à du x4 en journée et du x2 la nuit, parce que après ça va être beaucoup trop bruité et vraiment pas très exploitable. On a une bonne gestion de la plage dynamique, on a pas mal de détails, le contre-jour ne lui fait pas peur, il parvient à éviter les effets de flair du soleil notamment. Pour la colorimétrie, elle est à peu près juste, bien que exacerbée par moment. On va avoir une herbe un petit peu trop verte, là on va retrouver un petit peu un Samsung style, pourrait-on dire. Néanmoins ça flatte toujours un petit peu la rétine. Bref, c'est un capteur polyvalent, somme toute ce qu'on attend d'un capteur principal sur un téléphone haut de gamme, enfin un téléphone à 1300 €. Il faut savoir que ce capteur principal, il est également très bon en mode nuit. Il va permettre de révéler des zones un petit peu invisibles à l'œil nu, et surtout il va le faire de manière assez fine. On n'a absolument pas de bruit, pas de lissage non plus. Vraiment, l'algorithme est bien pensé sur ce point-là, et on peut également se fier à la fidélité des couleurs cohérentes avec la réalité. Attention tout de même de temps en temps à la netteté. Si vraiment la scène est un peu trop sombre, on va avoir des petits soucis, alors soit de focus, soit de netteté de l'image. Je n'ai pas vraiment réussi à déterminer, néanmoins on peut avoir quelques clichés ratés. On reste en mode nuit et on bascule sur l'ultra grand angle. Là la sauce est pas du tout la même, on va avoir un résultat très bruité, très lissé, ça va être compliqué d'en ressortir des images probantes, ou sinon il faudra avoir une source lumineuse suffisamment importante à côté de soi. De jour on va retrouver une qualité plus soutenue, avec notamment une distorsion bien contenue sur les côtés, avec surtout une cohérence avec le capteur principal, tant en termes de couleur que de gestion HDR. Et puis surtout on va avoir un très bon niveau de détail, puisque on est ici avec un capteur de 50 mégapixels. Et puis on peut terminer par le mode selfie, enfin les modes selfie, puisque en définitive, vous l'avez bien compris, on peut prendre tant des égo-portraits depuis l'écran externe que depuis l'écran interne. On préférera d'ailleurs utiliser l'écran externe, puisqu'on bénéficiera du capteur principal qui, comme je le rappelle, est de très bonne qualité. Néanmoins, celui qui est à l'intérieur ne démérite pas, il est également de 50 mégapixels, et bien que ses photosites soient un peu plus petits, il propose un résultat que moi j'apprécie tout particulièrement, notamment en mode nuit. On va avoir un résultat très contrasté, qui va donner beaucoup de relief, une image un peu plus dramatique au résultat de ces clichés. 1300 €, est-ce que ça vaut le coup? On ajoute 100 € par rapport à l'année dernière. On se retrouve au même prix qu'un Galaxy Z Flip 6. Alors certes, le Galaxy Z Flip 6 ne vaut plus ce prix-là aujourd'hui, mais on peut bien imaginer que son successeur s'alignera. Du coup, on est un petit peu entre deux eaux, puisque le Razer 60 Ultra propose un écran externe vraiment inégalé, avec une expérience interne très confortable, avec le Snapdragon 8 Elite notamment, qui propose une excellente autonomie, accouplée à une batterie de grande capacité. L'expérience utilisateur est plutôt cool, avec une interface sobre. On a quelques fonctions IA dont on pourrait se passer ou pas. Quand elles seront en français, on pourra en juger tout du moins. Cependant, il y a le volet photo qui n'est plus aussi différenciant qu'il n'a pu l'être auparavant, avec le zoom optique qu'on avait sur le Razer 50 Ultra. Donc là, on est vraiment en frontal avec les Galaxy Z Flip 6. Aussi, on a ce processeur qui est assez malmené dans ce téléphone. Bah, certes, c'est le format pliable qui fait ça, mais bon, c'est un peu moins durable que prévu. J'entends moins durable, c'est un peu moins pérenne que sur un téléphone au format standard. Et puis, on a également la période de mise à jour. Bah oui, 3 ans de mise à jour majeure, éventuellement on pourrait passer dessus, mais au forceps. Mais néanmoins, 4 ans de mise à jour de sécurité, ça veut dire que dans 4 ans, vous pouvez me dire qu'un téléphone qui est au top du top des composants aujourd'hui, dans 4 ans il faudra le ranger au placard? Non, clairement, ça c'est inadmissible. Bref, en quelques mots, le Razer 60 Ultra, je l'aime beaucoup au niveau de son design. Je trouve que l'écran extérieur est quand même vachement agréable à utiliser. À l'intérieur, on peut faire tout ce qu'on veut également, et surtout avec des performances qui pour l'instant sont suffisantes. La partie photo est quand même de qualité, malgré quelques errances en mode nuit. Mais pour l'instant, on est en mai. Je sais que d'ici à peu près 2 mois, on devrait découvrir son concurrent, le Galaxy Z Flip 7. À ce moment, il sera temps de faire la comparaison et de voir lequel est le meilleur entre les deux. Ne vous précipitez pas, surtout pour un Android haut de gamme, parce qu'on sait ô combien ça décode très vite. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce test vous aura plu et vous aura éclairé sur ce Razer 60 Ultra. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à activer la cloche des notifications, à vous abonner bien évidemment. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. C'était Edouard. Ciao!